Bien. Alors, tout d'abord, je suis content de vous revoir. Et cette année, donc, ça vous le savez, donc vous êtes en cinquième année. Et en fait, c'est votre, on va dire, c'est votre dernier semestre académique. Bon, dernier, bon, c'est pour, en tout cas pour les gens qui veulent accéder donc, au domaine professionnel. Mais bien sûr, pour ceux qui vont encore poursuivre les études, bon courage. Alors, c'est un semestre qui est important parce que je sais qu'en deuxième semestre, vous irez en stage en entreprise et que, en principe, si vous voulez, pour réussir votre stage, la meilleure façon, c'est de décrocher un stage d'embauche, pré-embauche, on va dire, ou carrément donc une promesse d'embauche. Ben, du coup, donc, la majorité des stages, si vous voulez, dans ce sens-là, c'est des stages qui passent par un entretien, on va dire même, parfois c'est des tests, c'est des concours. Les entreprises, ils sont conscientes, c'est que ils savent très bien que les meilleurs candidats, les meilleurs étudiants qui peuvent, les meilleurs ingénieurs qu'ils embauchent généralement, c'est des ingénieurs, donc il faut les chercher c'est-à-dire au début de leur stage de fin d'études. Bon, c'est la raison pour laquelle il est important cette année que de traiter d'un côté donc de maîtriser, d'avoir la maîtrise technique bien sûr de votre métier, à savoir l'ingénierie logicielle, le développement web, le développement mobile, mais également il y a l'aspect on va dire communication, il y a l'aspect personnel, donc il faut parler, il faut discuter, il faut avoir beaucoup de bagages en tête. Quand vous allez passer l'entretien, vous n'allez pas le passer avec votre ordinateur. Donc l'entretien, vous allez le passer, en principe, c'est un entretien généralement oral, mais parfois, c'est un test qui passe par, si vous voulez, la réalisation d'un projet ou bien la présentation d'un projet, etc. Alors tous ces aspects-là, je vais vous en parler. Il faut profiter de cette année parce qu'il y a beaucoup de concours. Il y a beaucoup de concours qui sont lancés par les entreprises et il faut y participer. Il y a des hackathons, il y a plein de choses. Donc c'est l'année là où il faut tenter des choses. Alors ce qui fait que, donc ça c'est rien que pour l'expérience parfois, donc il ne faut pas hésiter. Alors en tout cas, donc ça c'est juste... alors maintenant, cette année, il y a un ensemble de cours que je vais vous faire. En tout cas, ce qui me concerne personnellement, donc je vais faire avec vous donc deux cours. Il y a un cours qui concerne les technologies avancées de distribution, ou bien les systèmes distribués, donc on va voir ce qu'il y a dedans. Et également, il y a un cours concernant les EJB, Entreprise Java Beans. Donc ça va être, donc vous comprenez facilement qu'il s'agit bien de la suite des cours que nous avons commencé l'année dernière. Alors sachant que l'année dernière, on a fait un cours sur l'architecture J2E, et on a traité une partie, et nous allons voir cette année, ça continue encore parce qu'il y a d'autres parties que nous allons traiter dans ce cours. Alors, ce qui fait que donc, le cours d'aujourd'hui, donc, en principe, ça concerne les web services. D'abord, ce qu'on fait, c'est une composante importante dans la création des applications distribuées. Alors, c'est la raison pour laquelle donc, je vais consacrer ce cours pour les web services et les différents types de web services, les différentes catégories de web services, à savoir les web services basés sur le protocole SOAP, les web services basés sur le protocole REST. C'est quelque chose d'important que vous allez beaucoup utiliser dans les architectures d'applications distribuées. Mais avant ça, je vais vous rappeler quelque chose d'important. Donc, il faut juste rappeler les choses qui ont été déjà faites et en même temps pour mettre un peu les points sur les i, donc rappeler un petit peu les concepts que vous avez traités et également pour vous, donc c'est l'occasion de retenir le bagage technique. Alors, bagage technique, c'est-à-dire en principe on a parlé l'année dernière de beaucoup de choses, l'inversion de contrôle, vous avez l'architecture J2E, MVC, on avait parlé de Spring, il y a pas mal de choses, vous avez développé des applications web basées sur Spring MVC, etc. Spring Security, bon, il y a quand même beaucoup de choses qu'on avait traitées, mais il faut un peu mettre ça dans l'ordre. Alors, c'est pour cela donc je vais vous rappeler, donc je reviens sur un schéma d'architecture que j'avais déjà l'occasion de présenter l'année dernière. Donc, c'est l'architecture d'une application d'une manière générale et particulièrement sur une application basée sur l'architecture J2E.
Alors, comme vous pouvez le constater, alors dans une telle architecture, euh, l'un des éléments les plus importants d'abord, c'est les systèmes de gestion de bases de données. Alors, à ce niveau-là, donc, vous connaissez déjà pas mal de choses. Vous savez déjà, dans la majorité des cas, c'est les bases de données relationnelles qui sont utilisées par les entreprises. C'est des systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Ça veut dire que, euh, en fait, allez-y. Alors, ça veut dire que dans la majorité des cas, c'est toujours des SGBD que vous allez trouver comme MySQL, comme Oracle, comme SQL Server, etc. Alors, ça, c'est pour les applications des entreprises. Mais il faut savoir une chose, c'est que si la quantité de données manipulée par l'entreprise, la quantité de données manipulée par l'application, en cas le domaine d'application que vous traitez, si la quantité de données est énorme, on parle de ce qu'on appelle les big data. Alors forcément, cette année, vous allez beaucoup parler de ça. Alors quand vous avez la quantité de données énorme, par exemple, je vous donne juste un exemple. Prenez une application comme Facebook, comme par exemple WhatsApp, comme Twitter. Vous prenez des applications là où il y a beaucoup d'utilisateurs qui produisent du contenu. Alors tous les messages que vous écrivez, toutes les photos que vous enregistrez, les vidéos, pas mal de choses que vous voyez sur par exemple Facebook, c'est impossible de stocker ça en utilisant un système de gestion de base de données relationnelle. Quand la quantité d'informations est très importante, les systèmes de gestion de base de données relationnelles deviennent moins performants, c'est-à-dire pratiquement ils ne sont plus utilisés à ce niveau-là. Et du coup, donc, on va faire appel à d'autres systèmes de gestion de stockage de données. Alors parmi ces SGBD, on peut parler de ce qu'on appelle les SGBD non SQL, not only SQL. Alors parmi lesquels, donc, il y a MongoDB par exemple, c'est un exemple. Mais après, donc, vous allez entendre parler de beaucoup de SGBD dans ce sens, comme Cassandra, Hadoop. Il y a plein de SGBD qui sont utilisés pour gérer ce qu'on appelle les big data. Alors ça, c'est pas l'objectif de notre cours, mais quand même, je vais vous dire deux phrases là-dessus. Alors, pourquoi les SGBD relationnels deviennent inefficaces quand la quantité de données est énorme? Alors, pour deux raisons principales. Alors, les SGBD relationnels se basent sur deux critères. Le premier critère, c'est le principe de ce qu'on appelle l'intégrité référentielle entre les données. Alors, vous savez que dans les bases de données relationnelles, il y a des relations. Et quand vous avez une relation, vous dites, je vais appliquer l'intégrité référentielle. Je vous rappelle juste le concept. Vous avez par exemple un client et vous avez un client, par exemple, et facture. Vous avez un client, chaque facture concerne un client. Ben, du coup, donc, vous avez une relation, n'est-ce pas? Et quand vous appliquez la relation, vous dites, je vais appliquer les règles d'intégrité référentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas ajouter une facture appartenant à un client qui n'existe pas. Alors, à chaque fois que vous voulez insérer une facture, le SGBD relationnel, il doit vérifier, à travers la relation, il doit vérifier si le client existe d'abord. La même chose, je ne peux pas supprimer un client alors qu'il y a des factures pour ce client. Si vous tentez de supprimer un client, il va vous dire c'est impossible. Pourquoi? Parce que dans votre base de données, dans la table facture, il y a des factures pour ce client. Alors, en fait, c'est quoi ça? C'est les règles d'intégrité référentielle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites une opération dans une table, le SGBD relationnel, il va parcourir d'autres tables qui sont liées par des relations pour vérifier la cohérence des données. Alors ça, c'est un critère important. Pour garantir la cohérence entre les données d'une base de données relationnelle, le SGBD relationnel, il fait beaucoup de travail. Hein? C'est beaucoup de travail, de vérification qu'il fait à chaque fois que vous faites une opération. Ça, c'est le premier critère. Alors maintenant, si dans ce critère-là, si la quantité de données est très importante, vous avez des milliards d'enregistrements, des millions de données qui sont stockées, qui sont en relation, ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez faire une opération, le SGBD, il va se balader dans des milliards de données, d'enregistrements, pour vérifier est-ce qu'il y a une cohérence. Alors, et du coup, donc, ça prend beaucoup de temps. Alors, l'autre critère, c'est la redondance de données. Dans les systèmes de gestion de bases de données relationnelles, on ne tolère pas la redondance
données. Ça veut dire quoi? Si une information est enregistrée une fois quelque part dans une table, il ne faut plus la réenregistrer une deuxième fois. C'est très simple. J'enregistre le client avec son code, le nom, le prénom, etc., l'adresse. Et après, à chaque fois que je vais enregistrer une facture, je vais enregistrer le numéro de la facture, la date de facture, le montant et le code client, c'est-à-dire la clé étrangère. Je n'ai pas besoin d'enregistrer encore le nom du client et l'adresse client parce qu'ils sont déjà enregistrés dans la table client. Alors si vous tentez à chaque fois d'enregistrer le nom du client et l'adresse, alors ça c'est que vous êtes en train vous avez un problème de redondance de données. Alors dans les SGBD relationnels, ça c'est un principe à ne pas violer. Alors maintenant, il est où le problème maintenant? Le problème c'est que dans les systèmes de gestion de bases de données relationnelles, comme vous n'avez pas de problème de redondance, enfin, vous n'avez pas de redondance de données, ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez chercher un enregistrement, ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez chercher un enregistrement dans une table, on a toujours besoin de parcourir les relations pour chercher la suite dans les autres tables. Ça prend également du temps, n'est-ce pas? Pour afficher une facture, j'ai besoin de lire l'enregistrement au niveau de la table facture. J'ai également besoin de lire un enregistrement dans la table client. Et j'ai besoin etc. S'il y a par exemple fournisseur, s'il y a encore des produits, etc. Pour rappeler, donc pratiquement j'ai plein de tables qui sont liées à la table facture. Alors maintenant, si la quantité de données est très importante, rien que pour afficher une facture, vous allez attendre beaucoup de temps parce qu'on a besoin de récupérer des données partout. Et en plus, une chose, c'est que quand vous avez des big data, c'est-à-dire quand vous avez des données qui sont énormes, donc il faut passer vers les bases de données distribuées. C'est-à-dire que les bases de données ne sont plus stockées dans la même machine, ils sont stockés dans plusieurs machines. Et du coup, donc si vous tentez si vous dites SGBD relationnel, je veux toujours respecter les règles d'intégrité référentielle, alors que les données sont distribuées dans plusieurs machines, là ça ne marche pas. Alors c'est la raison pour laquelle, généralement, quand vous êtes dans des projets d'envergure, dans lequel vous manipulez une quantité de données qui est importante. Alors ici, donc, on passe vers les SGBD, par exemple NoSQL, alors parmi lesquels MongoDB. Alors cette année, on va de temps en temps travailler avec les deux, MySQL, relationnel, MongoDB. Comme ça, vous saurez un petit peu dans quel cadre vous appliquez également donc, ces SGBD. C'est bon? Alors je ferme cette parenthèse. Alors en principe, vous avez d'autres cours concernant cette partie-là. Vous allez décortiquer tout ce qui se passe à ce niveau-là, mais c'est quand même important d'avoir une idée là-dessus. Alors, si vous voulez, juste ce que je n'ai pas dit, c'est que les SGBD non SQL, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, les SGBD non SQL, quand on utilise par exemple MongoDB, on utilise des bases de données, ce qu'on appelle orientées documents. Ça veut dire que finalement, tous les enregistrements soi-disant sont enregistrés sous forme de documents format JSON. Hein? C'est le format qui va être utilisé pour stocker les données, donc on va en parler. Et que dans les SGBD non SQL, avec les deux relations l'intégrité référentielle ou la non-redondance de données, on va les ignorer. Donc ça veut dire que dans les SGBD non SQL, il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'intégrité référentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites une opération dans la base de données, ce n'est pas le SGBD qui va se charger de vérifier est-ce qu'il y a une cohérence entre les données sans faute. Donc lui, il ne fait pas ça. Donc il n'y a pas de vérification. Donc ça lui fait gagner beaucoup de temps, premièrement. Deuxièmement, et la redondance de données. Dans les SGBD non SQL, on tolère la redondance de données. Ça veut dire quoi? Si vous voulez enregistrer une facture, vous enregistrez le numéro de la facture, la date de facture, le montant de la facture, le code client, le nom du client, l'adresse client, email client. Alors si vous voulez encore, tout ça se forme d'un seul document, il est enregistré quelque part. Si vous voulez encore enregistrer la facture, une autre facture pour le même client, vous allez encore enregistrer le numéro de la facture, la date de facture, le montant, le code client, le nom du client et l'adresse client. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est toléré. Alors si normalement, ça c'est une redondance de données. Il dit quoi l'avantage? L'avantage, c'est que quand vous allez consulter la facture, vous allez directement vers le document, vous le chargez, vous avez toutes les informations. Vous n'avez plus besoin de parcourir d'autres documents pour chercher les relations.
quoique vous pouvez toujours le faire, mais il faut généralement pas essayer quand vous avez une grande quantité de données. Faites attention, la relation entre les données, c'est quelque chose qui peut être traité d'une autre manière qui est différente. Mais l'inconvénient de la redondance de données, c'est quoi? C'est la quantité de données stockées. Il y a beaucoup de données qui sont stockées, ça veut dire ça demande beaucoup d'espace de stockage. Alors maintenant, via des systèmes comme les SGBD non SQL qui sont basés sur c'est des bases de données distribuées dans la base, et du coup, donc, le problème est réglé. Donc, le stockage, il est réglé par les systèmes distribués. C'est bon? Alors maintenant, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est dans une architecture d'application, on a besoin d'un serveur d'application. Alors en fait, un serveur d'application, forcément, c'est quelque chose qu'il faut choisir en fonction du choix de l'architecture. Donc c'est un serveur qui permet d'abord de déployer les applications de l'entreprise. C'est le serveur d'application qui permet de gérer le cycle de vie d'une application. Ça veut dire que tous les composants de l'application, c'est le serveur d'application qui va se charger quand est-ce qu'il va les instancier, quand est-ce qu'il va les détruire, quand est-ce qu'il va sérialiser, quand est-ce qu'il va désérialiser. C'est lui qui gère, si vous voulez, la mémoire, c'est-à-dire est-ce que la mémoire est saturée ou pas. Donc, il y a tout un travail qu'il devrait faire pour votre application. Alors, c'est la raison pour laquelle les serveurs d'application, généralement, utilisent forcément un framework qui permet de faire l'inversion de contrôle. Alors ça, c'est un terme qu'on avait travaillé l'année dernière. Je vous rappelle, pour faire l'inversion de contrôle, c'est quoi? L'inversion de contrôle, c'est un mécanisme qui permet aux développeurs de se concentrer sur le code métier, c'est-à-dire sur l'aspect fonctionnel de l'application, alors que c'est le framework qui va s'occuper de tout ce qui est technique, toutes les exigences techniques comme la sécurité, comme le problème de performance, comme par exemple le problème de gestion des transactions, comme la journalisation, pas mal de choses. Alors c'est le serveur qui va s'en charger. Alors parce que dans un projet informatique, vous avez des exigences fonctionnelles et des exigences techniques, n'est-ce pas? Alors, et dans l'architecture J2E, on a déjà dit que d'une manière générale, il y a deux frameworks, soit Spring, c'est un framework que nous avons déjà utilisé, ou bien EJB. Alors si vous travaillez avec Spring Framework, alors vous voyez donc ici un conteneur qui permet de faire l'inversion de contrôle. Alors ce conteneur-là, donc il peut être basé soit sur Spring ou bien EJB. Alors si vous travaillez avec Spring, ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle un conteneur léger. Ça veut dire que votre serveur, en fin de compte, vous pouvez utiliser un simple serveur, un simple conteneur web comme Tomcat. Alors si vous prenez Tomcat et vous lui ajoutez donc Spring, c'est-à-dire vous lui ajoutez le principe de l'inversion de contrôle fourni par Spring, vous avez ce qu'on appelle un serveur d'application. Parce qu'en fait, un serveur d'application, c'est pas Tomcat. Tomcat, c'est pas un serveur d'application, c'est un conteneur web. Mais si vous prenez Tomcat plus Spring, vous dites ça, c'est un serveur d'application, n'est-ce pas? Alors sinon, si vous travaillez avec EJB, Enterprise Java Beans, tout ce que vous pouvez faire avec Spring, vous pouvez le faire avec EJB, donc vice-versa. Si vous travaillez avec EJB, donc vous serez obligé d'utiliser un serveur d'application J2E qui respecte les spécifications J2E. Alors, exemple JBoss, Glassfish, WebSphere, WebLogic, etc. Alors, quand vous travaillez avec EJB, vous avez ce qu'on appelle un conteneur lourd. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez un serveur d'application comme JBoss, quand vous le démarrez, automatiquement, il démarre un conteneur qui fait l'inversion de contrôle qui est EJB. Il dispose de pas mal de frameworks que vous allez utiliser dans l'architecture. Alors que si vous travaillez avec par exemple, Tomcat, quand vous démarrez Tomcat, vous démarrez que le conteneur web. Il n'y a pas de framework derrière. Donc ça veut dire que tout le reste, c'est Spring qui va le faire. Alors, ici, donc, principalement, en tout cas, on a déjà une idée comment travailler avec Spring. On va continuer toujours à utiliser Spring dans le cadre des applications. Mais cette année, vous allez également travailler avec EJB. Alors, c'est vrai que EJB, donc, depuis des années déjà, c'est rare. Bon, c'est-à-dire, dans la majorité des cas, les entreprises choisissent de travailler avec Spring pour plein de raisons. Donc, vous allez le découvrir vous-même.
Mais par contre, vous risquez, c'est-à-dire c'est bien possible de tomber dans un projet qui utilise EJB, parce qu'en fait, parfois, vous travaillez sur la maintenance informatique, et du coup, vous avez des projets qui sont déjà faits et qui travaillent avec EJB, donc il faut comprendre. Et du coup, mais ce que vous allez voir, c'est que le code que vous écrivez généralement, c'est presque similaire. Vous trouverez une similitude, donc du coup, quand vous travaillez avec Spring, si vous savez déjà travailler une application avec Spring, en principe, ça ne devrait pas nous poser. D'habitude, avec mes étudiants en 5e année, le cours EJB, donc en principe avec deux séances de 8 heures, sachant qu'ils connaissent déjà pas mal de choses sur Spring, généralement ça va très vite, c'est-à-dire on arrive rapidement à savoir comment maîtriser tout ça. C'est bon pour le serveur d'application? Alors, donc, quand vous dites serveur d'application, vous avez deux solutions. Soit avec EJB, dans ce cas-là, c'est JBoss WebSphere WebLogic, soit avec Spring, et dans ce cas-là, vous avez Tomcat, ou bien JT, c'est des conteneurs web. Alors maintenant, l'application elle-même, l'application, elle est développée en plusieurs couches. Ça, on le sait déjà. La couche la plus importante, c'est la couche métier, qui permet donc de regrouper les traitements de l'application. Alors, toutes les spécifications fonctionnelles, elles sont développées au niveau de la couche métier. Alors, c'est l'aspect fonctionnel. Mais on le sait très bien, dans la couche métier, quand vous développez la couche métier, vous faites l'approche orientée objet souvent, et après, vous avez besoin d'accéder aux données de l'application qui sont relationnelles. Alors, c'est la raison pour laquelle vous passez par l'opération que nous connaissons déjà, c'est le mapping objet relationnel. Et du coup, donc, vous aurez besoin d'une couche DAO, d'accès aux données. Alors, dans cette couche, généralement, vous utilisez un framework. Alors, exemple, Hibernate. Alors, Hibernate n'est pas le seul framework qu'on peut utiliser pour faire le mapping objet relationnel. Il y a également d'autres frameworks comme Eclipse Link, comme Ibatis, comme Toplink. C'est des frameworks de mapping objet relationnel. Mais je vous rappelle que ces frameworks de mapping objet relationnel, tous les frameworks de mapping objet relationnel, dans Java J2E, respectent une spécification qui s'appelle GPA. Alors, Java Persistence API. Donc, la GPA, c'est une spécification qui possède plusieurs implémentations. Parmi ces implémentations, Hibernate. Alors, forcément, dans notre cas, quand on va travailler avec Spring, dans la majorité, quand on intègre GPA, par défaut, c'est Hibernate qui est utilisé. N'est-ce pas? Alors, si vous travaillez avec EJB, la même chose, en fait, donc, si vous travaillez avec EJB, GPA, donc vous trouverez toujours la spécification GPA, c'est toujours pareil. Le framework utilisé dépend du serveur. Par exemple, si vous travaillez avec JBoss, je sais pas. Voilà. Si vous travaillez avec JBoss, vous savez que JBoss, c'est lui qui a développé Hibernate. Donc ça veut dire que si vous travaillez avec JBoss, par défaut, vous avez Hibernate. Donc la majorité des serveurs d'application utilisent par défaut Hibernate, mais si vous travaillez avec Glassfish par exemple, vous trouverez les implémentations de référence, Eclipse Link par exemple. Si vous travaillez avec le serveur de IBM, vous trouverez un autre framework. Mais il se trouve que dans votre application, vous n'avez pas besoin même parfois de savoir quel framework qui est utilisé. Tout ce que vous savez, c'est les interfaces, la spécification. Vous utilisez GPA. Donc ça, on en a déjà parlé l'année dernière. Alors si vous travaillez avec Spring, si vous voulez encore faciliter plus le travail de mapping objet relationnel, ça on le sait, on utilise Spring Data. Alors Spring Data, donc c'est un module, c'est une implémentation générique qui permet de gérer les entités GPA. Et du coup, donc, pour pouvoir faire le mapping objet relationnel, grâce à Spring Data, pratiquement le code que vous écrivez, c'est rien. C'est-à-dire, tout le travail, en réalité, c'est Spring Data, c'est Hibernate qui va faire le travail de mapping. Alors que vous aurez juste besoin de créer des interfaces qui héritent des interfaces GPA repository, et après, tout le travail est fait par la suite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, n'est-ce pas? Donc, on sait déjà, en quelque sorte, comment développer la couche métier d'une application, la couche DAO, donc on a déjà vu. Et après, par la suite, donc, il faut juste noter que si vous travaillez avec des bases de données non SQL, ce n'est pas Hibernate, ce n'est pas GPA que vous allez utiliser pour faire le mapping objet relationnel, ce n'est plus du mapping objet relationnel. Par exemple, si vous travaillez avec MongoDB, on va faire le mapping objet document.
Parce qu'en fait, les données sont stockées sous forme de documents JSON, n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, il y a encore d'autres frameworks qui font ce travail. Alors, si vous travaillez avec Spring Data, c'est encore plus simple parce que Spring Data offre également des annotations, offre des implémentations génériques pour gérer, par exemple, une base, le mapping objet-document en utilisant une base de données, par exemple, MongoDB. Hein, c'est plus simple. Alors que si vous travaillez avec EJB, Enterprise Java Beans, il n'y a pas d'équivalent dans EJB de Spring Data. Bon, ça veut dire que, en principe, donc, même si vous travaillez avec EJB, soit que vous implémentez vous-même, vous créez vous-même une implémentation générique avec un peu d'expérience, vous pouvez le faire, c'est pas compliqué, qui ressemble à Spring Data, ou tout simplement vous pouvez même utiliser Spring Data. Donc il n'y a personne qui vous empêche d'utiliser l'un des modules de Spring dans une architecture EJB. Alors généralement, sauf que dans ce cas-là, vous ne dites pas que vous utilisez Spring, parce que vous utilisez Spring Data dans un projet EJB, mais l'inversion de contrôle, ce n'est pas Spring qui le fait. Ça veut dire que tout ce qui est l'injection des dépendances et tout, donc c'est en principe, c'est EJB qui va le faire. Alors après, par la suite, vous aurez besoin de développer des applications web, la couche web de l'application. Alors quand vous développez l'application, dans les applications web, il y a deux catégories d'applications web. Il y a ce qu'on appelle les applications web MVC côté serveur et les applications web MVC côté client. Alors l'année dernière, on a travaillé des applications web MVC côté serveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un client léger, un client web browser, qui envoie des requêtes HTTP. Alors ces requêtes HTTP, ils sont reçues par la couche web de votre application. Généralement, c'est une servlet, c'est un contrôleur, n'est-ce pas? Alors ce contrôleur, généralement qui est une servlet, va faire appel à la couche métier pour effectuer des traitements. On récupère des résultats. Et par la suite, ces résultats-là, ils sont stockés dans un objet qui s'appelle le modèle. Et par la suite, on fait appel à une vue. Et pour créer la vue, donc on peut utiliser des pages JSP, n'est-ce pas? Alors, et après la page JSP, il va prendre les données du modèle. Et après, il va générer au client des codes HTML. C'est-à-dire, quand vous faites MVC côté serveur, ça veut dire que c'est le serveur qui génère du code HTML. Et du coup, le client presque ne fait rien. Le client ne fait que envoyer des requêtes, récupérer des données HTML et les afficher. N'est-ce pas? C'est le serveur qui génère le code HTML. Et dans ce cas-là, on est dans l'approche MVC server-side, hein, côté serveur. Alors, généralement, quand vous utilisez donc l'approche MVC côté serveur, souvent vous utilisez un framework. Alors, forcément, quels sont les frameworks que vous utilisez? Alors, l'année dernière, on a utilisé Spring MVC, mais vous devrez savoir qu'il y a d'autres frameworks qu'on peut utiliser, comme Struts, comme GSF. C'est des frameworks qui sont également utilisés au même titre que Spring MVC. Ça va, vous suivez bien? Alors, je suis en train de rafraîchir un petit peu votre mémoire. Et quand vous utilisez un framework, généralement, MVC, ça je l'ai déjà dit, souvent vous n'utilisez pas le JSP pour générer les vues, mais on fait appel à ce qu'on appelle un moteur de template. Il faut, généralement, JSP, ce n'est pas forcément une bonne solution pour générer les vues de l'application. Alors, par exemple, dans le cas de Spring MVC, l'année dernière, nous avons utilisé TeamLeaf. Alors, TeamLeaf, c'est un moteur de template qui permet, c'est lui qui va se charger de générer le code HTML à partir des vues qui sont écrites avec un format généralement XHTML ou bien d'autres formats qui sont exigés par les moteurs de template. Alors, il y a TeamLeaf, mais il y en a d'autres. Il y a Groovy Template, il y a Velocity, donc il existe plusieurs moteurs de template. Généralement, les frameworks offrent la possibilité d'utiliser plusieurs moteurs de template. C'est bon? Alors maintenant, mais également, cette année, on va travailler encore mieux, c'est de faire ce qu'on appelle MVC côté client. Alors si vous voulez créer une application de qualité, ce qui se passe, c'est que finalement, ce n'est plus le serveur qui va générer le code HTML, mais c'est le client qui va le générer. Alors comment? Alors dans ce genre d'architecture, le client envoie une requête HTTP vers le serveur. Cette fois-ci, côté serveur, on devrait créer ce qu'on appelle un web service, basé sur souvent REST, on va en parler tout à l'heure. Alors en fait, le web service, c'est lui qui reçoit la requête HTTP. Il fait le traitement, il récupère le résultat.
Et ce résultat, il va l'envoyer au client en format JSON. Et quand le client reçoit les données en format JSON, c'est à lui de prendre ces données-là et de les afficher au format HTML. Alors c'est pour cela il a besoin lui-même généralement d'utiliser JavaScript souvent. Enfin c'est pas souvent, c'est tout le temps. Alors pour éviter d'écrire beaucoup de JavaScript, la même chose, on va utiliser un framework côté client cette fois-ci. Et du coup vous allez utiliser un framework comme par exemple Angular, JS par exemple, ou bien Angular. Donc on va faire un cours sur cette partie-là, Angular JS, Angular, parce qu'en fait il y a la version 1 et la version 2 dans laquelle il y a un changement radical. Donc on va parler de tout ça. Donc finalement, si côté client, vous avez un framework MVC côté client. Ça veut dire que même côté client, qu'est-ce qui se passe? Quand je clique sur un bouton, je fais appel à un contrôleur côté client, c'est du JavaScript. C'est lui qui va envoyer la requête, il va recevoir les résultats en format JSON. Il stocke ces données JSON dans un objet qui s'appelle le modèle côté client. Et après, il va faire appel à un moteur de template qui va prendre les données et les afficher au format HTML. Alors tout ça, il est assuré par le framework Angular. Ça veut dire que tout ce qu'on avait fait avec TeamLeaf côté serveur, finalement, ça va se faire maintenant côté client. C'est Angular qui va faire ce travail. Alors bien sûr, sans oublier l'inévitable jQuery, parce que vous aurez besoin de créer parfois des interfaces web qui sont réactives, c'est-à-dire avec des animations, avec pas mal des interfaces intéressantes. Donc vous utilisez des bibliothèques comme par exemple jQuery. Alors ça tombe bien, pourquoi? Parce que si on va travailler avec Angular, donc pour travailler, quand on crée des applications basées sur Angular, dans ce cas-là, votre projet se compose de deux parties. Il y a ce qu'on appelle la partie back-end, ou bien la partie serveur, dans laquelle, qu'est-ce que vous avez finalement? Vous avez un web service, une API REST. Alors forcément, il faut créer la couche métier, il faut créer la couche DAO, il faut créer une API REST. Donc c'est ce que nous allons voir. Et après, vous avez la partie front-end. Alors la partie front-end, c'est un projet dans lequel vous allez travailler avec HTML, JavaScript, CSS. Et du coup, donc, dans les équipes, il y a deux équipes complètement indépendantes. Si vous êtes dans une entreprise, on vous dit, vous êtes dans l'équipe back-end. Si vous êtes dans l'équipe back-end, c'est quoi votre travail? C'est de créer les entités GPA, les interfaces GPA repository, vous créez la couche métier, vous créez une API REST. Terminé. Vous démarrez votre API, vous la testez. Et après, l'équipe front-end, qu'est-ce qu'ils font? Créer un autre projet dans lequel vous allez utiliser HTML, CSS, JavaScript. Alors bien sûr, forcément, vous allez utiliser un framework comme par exemple Angular. Alors c'est deux choses qui sont indépendantes. C'est très important. Alors ça tombe bien parce que vous faites aussi des cours sur le développement mobile. Et vous savez que dans le développement mobile, il y a deux types de développement mobile. Enfin, il y a deux manières de développer des applications mobiles, soit les applications natives ou bien hybrides. Alors justement, alors quand vous faites le développement mobile natif, parce que vous savez que par exemple pour développer les applications Android, vous utilisez un SDK Android et vous utilisez le langage Java. C'est pour développer une application qui ne peut s'exécuter que sur les systèmes Android. Si vous voulez développer une application pour iOS, si vous faites le développement natif, il faut utiliser Objective-C, il faut utiliser Xcode, il faut utiliser le SDK de iOS, et après vous générez l'application iOS. Si vous voulez développer une application mobile native Windows Phone, vous utilisez le langage C# et vous utilisez le SDK de Windows Phone, etc. pour développer. Alors si vous faites le développement natif, ça veut dire que pour développer une application mobile en 3 versions, c'est compliqué. Parce qu'il faut maîtriser 3 langages, 3 logiques de programmation différentes, etc. Alors, ce qui fait que, ce qui a posé le problème pour les entreprises ont beaucoup de mal à trouver des développeurs qui maîtrisent tout ça. C'est-à-dire, bon, généralement, les développeurs Android, souvent, c'est à la rigueur, souvent c'est très courant, on trouve facilement. Les iOS, c'est rare. Windows Phone, bon, il n'y a pas beaucoup trop d'intérêt parce que il est court. Il nous faut un moyen qui permet de générer une application mobile pour les différentes plateformes. Alors, quand vous faites le développement
hybride. Vous utilisez un framework comme Ionic. Alors, on va l'utiliser parce qu'il y a un projet sur lequel on va travailler. Alors, quand vous travaillez avec Ionic, donc ça veut dire que la bonne partie de votre application, vous écrivez le code HTML, CSS, JavaScript. C'est-à-dire, c'est comme si vous travaillez avec le développement web. C'est comme si vous créez une application web. Alors, sauf que vous utilisez les styles CSS, les styles qui sont faits pour les applications mobiles qui sont offerts par le framework Ionic. Et quand vous travaillez avec Ionic, Ionic lui-même, il utilise Angular. Ça veut dire que la logique qu'on va utiliser pour développer nos applications mobiles, on va l'utiliser encore pour développer les applications web, on va l'utiliser encore pour développer les applications mobiles. C'est bien. Et après, vous allez découvrir que après, vous utilisez dans les applications hybrides Cordova, un outil qui est fait, un framework qui s'appelle Cordova. C'est lui qui va permettre d'accéder aux fonctionnalités natives du téléphone et c'est lui qui va vous permettre de générer à partir de votre application les différentes versions. Vous faites un développement, mais vous avez ce qu'on appelle le cross-platform. Cross-platform, vous faites un seul développement, vous générez la version Android, la version iOS, la version Windows Phone, et si vous voulez même BlackBerry. BlackBerry, il y a quelques années, c'était la vedette, mais maintenant, ce n'est plus le cas. C'est bon? Parfait. Alors maintenant, si cette année-là, donc jusque-là, développer des applications web, on sait déjà créer des applications web MVC côté serveur, mais maintenant, on a besoin de savoir comment créer des applications web MVC côté client. Ça, on va le faire. Et du coup, donc, pour faire ça, nous aurons besoin de faire un cours d'abord sur les web services, n'est-ce pas? Alors, c'est ce que nous allons faire. Alors, pour créer des applications distribuées, parce qu'en fait, cette année-là, on va beaucoup travailler avec les architectures distribuées, nous allons voir qu'il existe plusieurs solutions qui permettent de créer des applications réparties ou bien distribuées. Parmi ces solutions, il y a les web services. Et dans les web services, il y a deux catégories. Il y a les web services basés sur le protocole SOAP et les web services basés sur le protocole REST. Alors, on va voir c'est quoi la différence. Alors, ça, c'est ce que nous allons voir. Alors, je dois juste vous rappeler que pour les web services basés sur le protocole SOAP, généralement, un client SOAP, pour pouvoir faire appel au web service, un client SOAP envoie une requête HTTP vers le serveur, vers le web service, mais c'est une requête HTTP qui contient un message XML. Ça veut dire qu'avec le SOAP, on utilise le format de données XML. Le web service fait le traitement, il retourne le résultat également au format XML. Ça veut dire que vous avez des requêtes HTTP qui transportent un message XML et une réponse HTTP qui transporte un message XML. Alors c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, c'est un protocole que nous allons appeler SOAP. Alors c'est ce qu'on va voir. Alors que si on travaille avec les web services basés sur le protocole REST, généralement, il suffit d'envoyer une requête HTTP. On n'avait pas besoin d'envoyer un message XML. Une simple requête HTTP. On peut faire appel à un web service REST. Il fait le traitement, il récupère des résultats. Après, par la suite, nous allons voir que dans la majorité des cas, il envoie le résultat en format JSON, c'est le format utilisé. Mais avec REST, on peut également utiliser XML, on peut utiliser d'autres formats de données. Et même si encore plus que ça, c'est que c'est le client qui demande. Il y a un client qui demande le résultat en format XML, mais il y a un autre qui demande le même résultat en format JSON. Donc ça veut dire que REST, c'est un peu plus souple. C'est la raison pour laquelle, pour les applications web et mobiles, il n'y a pas question d'utiliser SOAP, mais on va utiliser REST. Mais nous allons voir pour créer des applications réparties. Vous avez des applications, une partie de l'application dans une machine, une partie de l'application dans plusieurs machines. Mais du coup, donc, on a besoin de faire communiquer ces applications. Nous allons voir qu'avec le protocole SOAP, ça peut être une bonne solution. Mais il n'est pas la seule solution. Il y a d'autres, ce qu'on appelle middleware. Il existe plusieurs manières de créer des applications distribuées. Alors, par exemple, il y a RMI, Remote Method Invocation, qui est utilisé pour créer des applications distribuées Java. Ça veut dire qu'avec RMI, un objet Java qui se trouve dans une machine peut communiquer avec un objet Java qui se trouve dans une autre machine. C'est bon? Java. Mais si vous avez des objets qui sont développés avec des langages différents, alors dans ce cas-là, on fait appel à d'autres middleware. Par exemple, on peut utiliser l'ancien middleware Corba. Alors, Corba, c'était dans les années 90, c'était le seul
middleware qu'on utilisait pour développer des applications réparties hétérogènes. Mais après, à partir des années 2000, il y a les web services. Ça veut dire que les web services, c'est une alternative à Corba. C'est-à-dire que maintenant, depuis des années, pratiquement Corba, on ne le retrouve plus. Mais dans la majorité des cas, on va utiliser les web services. Mais il faut savoir une chose, d'ailleurs, on va le voir aussi cette année, c'est que pour faire la communication distribuée, comme pour faire les applications distribuées, il existe deux modes de communication. Il y a la communication synchrone et asynchrone. C'est bien. Alors, vous vous rappelez un petit peu de ces éléments-là, je vais parler. Alors, si vous travaillez avec Eremi, Corba, généralement, vous faites la communication synchrone. Ça veut dire quoi? Vous avez un objet A qui se trouve dans une machine et un objet B qui se trouve dans une autre machine. Pour que A communique avec B, l'objet A doit d'abord établir une connexion avec l'objet B. Ça veut dire que l'objet B, s'il n'est pas disponible, il n'y a pas de communication. Et quand je pose la question à l'objet B, j'attends. Tant que je ne reçois pas la réponse, je suis bloqué. Dans la communication synchrone, c'est-à-dire si la réponse, l'objet B tarde à répondre, l'objet A, il est bloqué. Alors c'est comme si vous utilisez votre téléphone. Quand vous utilisez le téléphone pour appeler quelqu'un, c'est de la communication synchrone. Vous l'appelez, si la personne n'est pas disponible, il n'y a pas de communication. Quand vous lui posez la question, vous attendez la réponse. Mais tant que vous utilisez le téléphone, presque vous ne faites rien. C'est-à-dire vous ne faites que ça, n'est-ce pas? Parce que vous attendez. À moins si vous êtes généralement multitâche, parfois il y a des gens qui prennent les téléphones et ils font d'autres choses. C'est possible, l'être humain, c'est un mystère. Mais la concentration, la grande part de la concentration, le processus, votre processus, il est concentré sur la communication. Donc ça, c'est de la communication synchrone. Alors le problème, c'est que tant qu'il y a l'autre qui traîne, votre application va traîner. Alors c'est la raison pour laquelle il existe un autre moyen qui est beaucoup plus efficace dans les applications distribuées, c'est la communication asynchrone. Alors dans la communication asynchrone, en fait un objet A, pour qu'il communique avec un objet B, il va passer par ce qu'on appelle un middleware, par un provider. Alors autrement dit, si l'objet A veut envoyer un message à l'objet B, pour communiquer avec l'objet B, il envoie le message vers ce qu'on appelle un provider. Provider, c'est un serveur qui est fait pour ça. Ici, l'objet B est connecté au provider. Le provider va lui fournir le message. Ça veut dire que logiquement, moi je t'envoie le message et toi, enfin c'est lui le provider, je lui envoie le message et si toi tu es connecté, il va te donner le message. Mais si tu n'es pas connecté, c'est pas grave. Moi j'envoie le message et le message il va rester dans une file d'attente chez lui. Il attend jusqu'à ce que. Mais dès que l'objet B va se connecter, il va lui fournir le message. Alors ça c'est de la communication asynchrone. C'est quand vous utilisez les SMS. Alors quand vous envoyez un SMS, c'est exactement la même chose. Vous envoyez un message SMS. Quand vous l'envoyez, finalement, votre SMS, il va où? Il va vers l'opérateur télécom, c'est le provider. Alors, si le destinataire est en ligne, il va lui fournir le message. S'il n'est pas en ligne, le message va rester chez le provider dans une file d'attente. Et dès qu'il se connecte, il va lui fournir le message. Alors, ça, c'est de la communication asynchrone. C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que l'objet A n'est pas bloqué. Moi, j'envoie le message, je fais autre chose, je ne suis pas obligé d'attendre. Je fais autre chose parce qu'il n'y a pas que ça. Parce que les applications distribuées, c'est ça l'idée. Je veux demander à un objet qui se trouve quelque part de me fournir un service, mais comme je ne suis pas sûr que ça va répondre rapidement, je lui envoie le message et je continue à faire autre chose. Dès qu'il y a la réponse, je vais la recevoir de la même manière. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Nous allons voir qu'il existe des middleware orientés message, parmi lesquels il y a GMS, Java Message Service. Mais également, il y a d'autres protocoles qui sont encore plus performants, comme par exemple AMQP, dans lequel on va utiliser un broker qui s'appelle RabbitMQ. Alors, tout ça, c'est des choses que nous allons faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette année? On va faire un cours sur le web service. Il faut comprendre ça. Ensuite, on va faire REST. Tout ça, on va le faire cette semaine. Et après, on va faire un cours sur les architectures basées sur les microservices. Comment créer des applications basées sur les microservices. Autrement dit, comment mettre en place rapidement une application back-end qui fait les traitements avec un service REST. Et après, par la suite, en même temps, on va faire un cours sur comment travailler avec Angular pour développer les applications web MVC côté client.
Et forcément, dans le cadre du projet, on aura également l'occasion d'utiliser Ionic parce qu'en fait, pour nous, après, ça va être la version, un client web ou bien un client mobile, c'est automatique. Ça, c'est votre métier. C'est votre spécialité, donc ça doit être quelque chose de facile à faire. Et en même temps, on va étudier les autres middleware de distribution. On va revenir sur Irimi, GMS. L'année dernière, j'ai fait avec vous Irimi, non? Vous l'avez fait? Non? Avec vous, pas avec vous. Alors en tout cas, donc, dans les technologies avancées de distribution, on va traiter tout ça. Irimi, GMS, Corva, les autres solutions, IMQP, comment créer des applications distribuées. C'est bon? Bon, ça, j'en ai déjà parlé, cette partie-là. Voilà. Alors, les web services. Alors, l'idée principale, en fait, c'est de créer des applications distribuées. Alors, autrement dit, vous avez ici un exemple typiquement d'une architecture. Vous avez deux entreprises. Il y a une entreprise 1 qui dispose de son propre système de gestion de base de données, par exemple SQL Server. Il dispose de son propre serveur d'application, par exemple 2IS, Internet Information Server. Il utilise un framework .NET. Il a sa propre couche métier qui est développée en C#. Sa couche DAO dans laquelle il utilise un framework de mapping objet relationnel comme Entity Framework. Et une couche web dans laquelle il utilise l'ASP.NET, par exemple MVC, pour créer l'application web. Ça, c'est une entreprise. Il y a une autre entreprise qui dispose d'un système de gestion de base de données qui est par exemple Oracle, un serveur d'application J2E, un framework comme Spring pour faire l'inversion de contrôle, une couche métier développée avec Java, une couche DAO, une couche web basée sur Spring MVC avec un moteur de template par exemple TeamLeaf ou bien Strauss ou bien GSF. Et après, vous avez un client web qui consulte l'application. Ça, c'est on sait le faire. Chaque entreprise travaille, il y a une autre qui travaille avec PHP, il y en a hein. Chaque application peut utiliser une technologie différente. Alors maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que dans les applications distribuées, pour effectuer un traitement dans cette application, à un moment donné, j'ai besoin de faire appel à une fonctionnalité qui se trouve dans une autre application. J'ai besoin de faire communiquer deux applications qui sont développées avec des langages peut-être qui sont différents et des technologies différentes. Alors c'est la raison pour laquelle je devrais passer par ce qu'on appelle les middleware. Alors le terme middleware, ça veut dire intermédiaire. Je veux un objet A qui se trouve dans une machine, veut communiquer avec un objet B qui se trouve dans une autre machine. Logiquement, pour faire communiquer les objets, il faut passer vers la programmation réseau avec socket. Et comme c'est compliqué, pour le faire d'une manière plus simple, on va passer par une couche intermédiaire. Alors, ces couches intermédiaires, ça s'appelle middleware. D'accord? Alors, on va en parler. Alors ça, je viens de vous dire, il existe plusieurs solutions. Alors, parmi les solutions, il y a les web services. Alors, maintenant, je vais parler du web service. Alors, les web services, donc, ce sont des composants web basés sur Internet, c'est-à-dire le protocole HTTP, et utilisent un format d'échange de données qui est le format XML. Alors, autrement dit, avec les web services, c'est intelligent, on ne va pas réinventer la roue. On va utiliser un format d'échange de données qui existe déjà, qui est le format XML. Et on va utiliser un protocole de transport de ces données-là, qui existe déjà, c'est le protocole HTTP. Alors, et après, nous allons voir que quand on utilise le protocole HTTP pour échanger des messages XML entre les applications, on va parler d'un nouveau protocole que je vais vous décrire tout à l'heure. Alors, en fait, les web services, donc l'objectif principal, c'est de faire appel à des fonctionnalités à distance. C'est toujours les applications distribuées. Un objet qui se trouve dans une machine peut appeler les fonctionnalités d'un web service qui se trouve à distance, même si ces applications sont développées avec des langages différents et déployées dans des plateformes différentes. Je dois juste vous rappeler, je l'ai dit tout à l'heure, les web services s'inscrivent dans la continuité de Corba. En quelque sorte, c'est une alternative de Corba. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser, à l'époque, on utilisait Corba, mais maintenant, de plus, c'est plus simple de faire ça avec les web services. Alors, c'est quoi l'idée principale? Regardez là. Alors, l'idée principale du web service, en fait, un web service, c'est quoi? Un web service, c'est une classe que vous développez avec un langage de programmation.
Par exemple, ici j'ai un web service qui s'appelle bank service, qui contient des méthodes conversion, par exemple, qui permet de convertir un montant de l'euro en dirham, par exemple. J'ai une méthode qui permet de consulter un compte. Cette méthode-là, elle permet de consulter un compte, et j'ai une méthode qui permet de consulter une liste de comptes. Alors ça, vous écrivez une classe avec n'importe quel langage, par exemple avec Java. Quand vous écrivez cette classe, à un moment donné, vous aurez besoin d'utiliser une bibliothèque, forcément, qui vous permet de publier cet objet-là en tant que web service. Alors, dans le cas de la technologie Java, nous allons utiliser ce qu'on appelle JAX-WS. Alors, JAX-WS est une spécification qui a été créée dans Java J2E pour se charger du web service basé sur le protocole SOAP. Alors, généralement, un web service, il est hébergé dans un serveur HTTP. Ça veut dire quoi? Les méthodes du web service, c'est des méthodes qui peuvent être appelées à distance par une autre application. Alors justement, pour qu'un client, pour qu'une application qui se trouve dans une autre machine puisse faire appel aux fonctionnalités du web service, à une méthode du web service, par exemple, l'application peut être développée avec PHP, Java, .NET, COBOL, etc. Il a besoin de faire quoi? J'ai un objet qui veut appeler le web service. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une requête HTTP. Vous savez que dans la requête HTTP, il y a les entêtes, il y a le corps. Alors, le client envoie une requête HTTP dont le corps contient un message XML. Autrement dit, le client envoie un message XML dans une requête HTTP. Alors, qu'est-ce qu'il contient ce message-là? Il contient, c'est un standard, une balise enveloppe, header, généralement c'est vide, on va voir qui sont les informations qu'on va y trouver, body, et après on trouve dans body quoi? Le nom de l'opération qu'on veut exécuter. Donc j'envoie la requête pour demander, je veux exécuter l'opération qui s'appelle conversion. Alors l'opération conversion s'exécute. Finalement, quand ce message est envoyé au serveur HTTP, au niveau du serveur, c'est JAX-WS qui va lire ce message. Il va comprendre qu'il faut exécuter l'opération conversion. Il va l'exécuter, il retourne le résultat, et le résultat, il va être envoyé au client au format XML. Ça veut dire qu'il y a une réponse HTTP qui porte le message XML. Dans le corps contient ce message XML. La même chose, enveloppe, body. Et vous voyez ici conversion response. Et je vois ici return. Alors c'est quoi ce return-là? C'est le résultat. Parce que ici, si vous revoyez déjà conversion, c'est le nom de l'opération. Mais qu'est-ce que j'envoie entre conversion et conversion? Il y a le montant. Il y a le paramètre, parce que c'est normal, parce que pour exécuter l'opération conversion, j'ai besoin d'envoyer le montant. Et ce que vous voyez là, le résultat, c'est le résultat retourné par la méthode. Et le client, la même chose, il reçoit ce message XML et après, il va récupérer le résultat. Alors, ça veut dire que ici, donc, je n'ai plus besoin d'avoir le même langage, les mêmes technologies. N'importe quel langage, n'importe quel programme, il peut toujours envoyer ce message XML. Il suffit de chercher des bibliothèques qui vont vous permettre de faire ça dans le langage que vous utilisez, et après le problème est réglé. C'est bon? Alors maintenant, quand on utilise ce message XML qui ressemble à ce que vous voyez là, on ne va plus l'appeler protocole HTTP, mais on va l'appeler le protocole SOAP. SOAP. Simple Object Access Protocol. Alors c'est quoi une requête SOAP? Une requête SOAP, c'est un message XML transporté par une requête HTTP. Et une réponse SOAP, c'est un message XML qui est transporté par une réponse HTTP. Et du coup, c'est quoi l'idée principale? C'est de faire parler les machines, les applications, faire dialoguer les machines à travers le réseau. Comment? En échangeant des messages XML. Et comme ces messages XML ils sont standards, les applications ils vont comprendre. Est-ce que vous voyez le principe? Parfait. Alors maintenant, vous voyez donc ici, voilà un exemple d'une requête SOAP. Quand vous voyez une requête SOAP, c'est une requête généralement qui utilise toujours la méthode POST. Il y a des entêtes, parce que c'est une requête HTTP, et après il y a le corps. Et dans le corps, vous avez donc le message XML. Alors dans le message XML, il y a le nom de l'opération et les paramètres de l'opération. Ça, c'est une réponse SOAP, ça veut dire qu'il y aura toujours les entêtes classiques d'une réponse HTTP. Et après, il y a le corps contient un message XML.
je vois que vous commencez à vous essouffler. Ça va? Alors maintenant, quels sont les concepts fondamentaux du web service? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. Ce que je viens de vous montrer là, c'est juste l'idée principale. Mais pour créer des applications basées sur des architectures orientées services, d'une manière générale, vous aurez besoin d'abord de connaître les concepts fondamentaux. Et en fait, il y en a trois. Il y a d'abord le protocole SOAP, on le connaît déjà. SOAP, c'est un protocole qui permet d'échanger des messages XML entre les applications basé sur un protocole de transport qui peut être le protocole HTTP. Une requête SOAP, c'est un message XML transporté par une requête HTTP. Et une réponse SOAP, c'est un message XML qui est transporté par une réponse HTTP. L'idée principale du protocole SOAP, c'est de faire dialoguer les machines en échangeant des messages XML standards. Ça, c'est la définition, si vous voulez. On peut l'écrire de 50 manières, c'est le principe. Alors maintenant, je suis un consommateur, je suis un client, je veux faire appel à un web service. Alors pour faire appel à un web service, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de connaître le nom du web service, son adresse d'abord. J'ai besoin de connaître le nom du web service. J'ai besoin de connaître surtout l'interface du web service. Ça veut dire quoi? J'ai besoin de connaître le nom des méthodes, comment s'appelle la méthode, et chaque méthode, quels sont les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Parce que si je ne connais pas ça, je ne peux pas consommer un web service. Alors si vous voulez connaître ces informations, alors dans les web services, cela est décrit avec un fichier XML qui s'appelle le WSDL. WSDL, ça veut dire Web Service Description Language, le langage de description du web service. C'est quoi un WSDL? WSDL, c'est un fichier XML qui permet de faire la description d'un web service. Ça veut dire quoi? Dans le WSDL, on va trouver quelles sont les différentes méthodes du web service et chaque méthode, quels sont les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Alors pour cela, généralement, pour déclarer la structure d'un web service, la structure des messages échangés entre les applications basées sur le web service, on utilise les schémas XML. En fait, les schémas XML, c'est pour déclarer la structure d'un document XML. Alors pour faire l'équivalence avec Corba, à l'époque, quand on utilisait Corba, il y a un équivalent du WSDL, c'est ce qu'on appelle IDL, le langage de description des interfaces. Bon, c'est presque, parce qu'il y a une équivalence entre les web services et Corba. Après, le troisième concept fondamental du web service, c'est les annuaires, UDDI. Alors, c'est quoi cette histoire d'annuaire? C'est que si vous voulez consommer un web service, si vous connaissez l'adresse, vous pouvez le consommer. N'est-ce pas? Parce que vous connaissez déjà l'adresse. Vous n'avez pas besoin de passer par l'annuaire. Mais si vous ne connaissez pas où se trouve le web service, vous ne connaissez pas son adresse, bien tout simplement, on va passer d'abord par l'annuaire. C'est un annuaire qui va vous permettre de retrouver où se trouve le web service. Alors c'est pour cela, donc si vous voulez, ici vous avez une architecture qui explique relativement un peu la chose. Alors vous avez un client, vous avez un serveur qui héberge un web service. Et vous avez un client qui veut consommer le web service. Alors qu'est-ce qu'il va faire le client? Si le client ne connaît pas l'adresse du web service, il va tout simplement, il envoie la requête vers l'annuaire. L'annuaire lui-même, c'est un web service. Ça veut dire que la requête envoyée par le client, c'est une requête SOAP. Vous savez, c'est une requête HTTP elle-même qui contient un message XML. L'annuaire, lui, bon, c'est standard, c'est un web service qui est basé sur le standard UDDI. Il va retourner au client l'adresse, tout simplement. Il va lui dire, le client demande à l'annuaire, je veux l'adresse, et après le UDDI va lui dire, voilà l'adresse. Si vous voulez, l'annuaire, c'est exactement ce que vous faites quand vous utilisez un annuaire pour trouver le numéro de téléphone d'une entreprise. C'est la même chose. Si vous avez le numéro de téléphone, vous n'avez pas besoin de passer par l'annuaire. Mais si vous ne connaissez pas, vous allez vers l'annuaire, vous cherchez par des mots-clés, des critères, quand vous trouvez, ben c'est pour les applications basées sur les web services, c'est un peu ça, c'est à peu près l'équivalent. Alors maintenant, le client, il connaît l'adresse, mais pour consommer le web service, il lui faut encore quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut la description du web service. Ben, il lui faut l'interface du web service. Il a besoin de savoir comment s'appellent les méthodes et quels sont les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Et du coup, il a besoin du WSDL. Où est-ce qu'il va le trouver? C'est simple.
Le client va envoyer une requête HTTP vers le serveur pour lui demander « Donne-moi ton format. S'il te plaît, donne-moi ta description. » Vous voyez donc, et le serveur, il va répondre avec quoi? Il va répondre avec une réponse HTTP qui contient un message XML qui est tout simplement le WSDL. Vous voyez donc, le WSDL, c'est le serveur qui va le générer, mais à la demande du client. Alors maintenant, le client dispose du WSDL. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça y est, donc, du moment qu'il a le WSDL, donc il peut envoyer des requêtes SOAP. Si je veux appeler une méthode, j'envoie une requête SOAP. Donc le client envoie une requête SOAP vers le web service. Bon, c'est une requête HTTP qui contient le message XML donc, que je viens de vous expliquer. Le web service exécute le traitement et il répond avec une réponse SOAP et un message XML. Là, on communique. Alors ici, donc, vous voyez, donc, j'ai mis en œuvre les trois concepts. Il y a le protocole SOAP, WSDL, DDI. C'est les concepts fondamentaux du web service. Alors, sauf que cette architecture-là n'est pas encore complète, si vous voulez, parce que c'est qui va publier les web services dans les annuaires? C'est le serveur. Parce que quand je crée un web service, une fois que je le déploie, ici, donc, normalement, on va encore utiliser une requête SOAP pour publier dans l'annuaire. Alors, quand est-ce qu'on utilise les annuaires UDDI? Quand on est dans les architectures orientées services. Je sais également que vous avez un cours comme ça. Hein? Architecture orientée service, non? Oui. Alors, vous avez donc c'est normal parce que le serveur, pour publier donc, dans l'annuaire, la même chose, il va envoyer des requêtes SOAP pour publier et après, il y a des clients qui vont consommer. Alors, quand est-ce qu'on a besoin d'utiliser l'annuaire? Quand vous avez plusieurs entreprises qui développent qui ne se reconnaissent pas, hein, qui développent des web services. Une fois que je développe le web service, ça veut dire quoi développer un web service? Ça veut dire je vais créer un service qui va fournir des fonctionnalités à d'autres applications. Une fois que je le développe, je le publie dans l'annuaire et donc un consommateur, lui, il découvre que dans l'annuaire, il y a un web service dans un tel domaine et après il va le consommer. C'est l'idée de base. Alors maintenant, on va passer, tout ça c'est bien. Alors vous voyez donc ça fait 1 heure, j'ai parlé de beaucoup de choses, n'est-ce pas? C'est des choses qui sont très importantes, c'est les concepts. C'est comme ça que vous allez parler de votre métier. Alors d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous enregistre des vidéos comme ça qui synthétisent. C'est-à-dire si vous n'avez pas la possibilité de retenir ça avec le support, etc., avec la documentation, vous prenez la vidéo, vous la réécoutez 5 ou 6 fois, ou 1 fois, ou 0 fois. L'essentiel, c'est que tout dépend de votre... mais ça, à un moment donné, quand vous allez passer des entretiens, ça tourne autour de ce bagage, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il faut avoir cette maîtrise de bagage, c'est-à-dire de concept, n'est-ce pas? Alors, sauf que maintenant, quand vous êtes arrivé là, on a parlé de beaucoup de choses, vous dites, pratiquement, je sais tout, je sais comment les architectures, c'est-à-dire je connais en quelque sorte les concepts, n'est-ce pas? Si je vous passe l'entretien, on pourra vous embaucher, parce qu'on sait que vous savez beaucoup de choses. Le problème maintenant, c'est quoi? C'est que, est-ce que vous savez comment? C'est-à-dire, je peux parler de tout ça, hein? Parce qu'il y en a qui savent le faire. Il y en a ceux qui savent faire que ça. C'est-à-dire, ils ne savent que parler. Voilà, je connais, ils sont intelligents, ils ont l'intelligence d'avoir cette capacité. Ils prennent que des phrases, ils essaient de comprendre le concept, chaque chose dans sa place. Et après, par la suite, mais le problème, c'est que quand vous réussissez votre entretien, vous êtes embauché, après, 1 semaine après, ce qui va faire la différence, c'est pas ça. C'est il faut faire. C'est-à-dire, je sais dire, mais maintenant, il faut faire. Alors maintenant, si vous savez encore pratiquer et mettre en œuvre les applications, ça, je ne m'en doute pas parce que vous avez déjà commencé à faire ça, après, c'est encore mieux. Alors, c'est ce que nous allons faire. Nous allons passer maintenant à la partie pratique, c'est-à-dire comment mettre en œuvre, comment on va faire la mise en œuvre du web service. Alors, pour créer un web service, vous allez voir, consommer le web service, vraiment, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple. Alors, pour créer un web service basé sur JAX-WS avec Java, dans en fait la démonstration que je vais vous montrer tout à l'heure, je vais vous montrer comment créer un web service avec Java et comment le consommer, comment utiliser
un client Java, comment créer un client .NET, comment créer un client PHP. L'idée principale, c'est de faire communiquer des applications avec des langages qui sont différents. Ça, c'est le premier objectif. C'est des simples applications client-serveur. Donc, donc, ça va vous donner une idée. Alors maintenant, supposons que je veux créer un web service, mais avec Java. Donc, j'ai besoin de connaître JAX-WS. Alors, en fait, JAX-WS, c'est quoi? JAX-WS, c'est d'abord une spécification. On commence déjà à connaître les spécifications J2E. On connaît déjà la spécification GPA, rappelez-vous, n'est-ce pas? GPA, c'est une spécification qui donne les règles du mapping objet relationnel d'une manière générale. JAX-WS, c'est une spécification qui fournit également un ensemble d'annotations que vous pouvez utiliser pour pouvoir créer, déployer, consommer les web services. Alors maintenant, si vous voulez, en fait, JAX-WS, si vous voulez, c'est la nouvelle, ça fait quand même assez de temps, c'est une alternative d'une ancienne spécification qui s'appelait JAX-RPC. C'est-à-dire dans la version Java 4 à l'époque, pour développer les web services, on utilisait JAX-RPC, c'était un peu lourd. Mais à partir de la version Java 5, maintenant il y a la version Java 9, chaque fois il y a, donc c'est quand même assez, ça fait longtemps. Quand on utilisait, à partir de Java 5, ça vous le savez, il y a les annotations. Donc grâce aux annotations, tout a changé dans Java J2E, les choses deviennent relativement plus simples, plus faciles à développer. Donc il y a JAX-WS. Alors JAX-WS, il a remplacé JAX-RPC en quelque sorte pour développer donc les web services. Alors pour développer un web service en utilisant JAX-WS, c'est très simple, il suffit de créer une classe. Alors cette classe par exemple s'appelle bank service. Il contient des méthodes, par exemple il y a la méthode conversion, il y a la méthode test, il y a la méthode getCount, il y a la méthode listCount, etc. Donc je peux créer une simple classe, je l'appelle comme je veux, je mets des méthodes que je veux, je les nomme comme je veux, avec des paramètres que je vais nommer comme je veux. Alors dans le langage Java, généralement, c'est ce que nous appelons un POJO. Alors POJO, c'est plain, c'est un mot technique qui est utilisé, plain old Java object. Plain old Java object, POJO. Alors c'est quoi un POJO en fait? C'est juste un terme technique. Un POJO, c'est une simple classe Java que vous pouvez appeler comme vous voulez, avec des méthodes que vous appelez comme vous voulez, avec des paramètres que vous appelez comme vous voulez. C'est-à-dire vous n'avez pas une obligation d'appeler la classe ou bien de respecter quelque chose exigé par le framework. Il n'y a rien qui est exigé. Donc vous créez un POJO. Par exemple, une servlet, est-ce que c'est un POJO? Servlet, ce n'est pas un POJO. Pourquoi? Parce qu'une servlet doit hériter de la classe HTTP servlet. Et on doit redéfinir les méthodes de get et de post. Vous voyez, donc servlet, on est obligé de respecter un format. Donc ce n'est pas un POJO. Mais un web service, c'est un POJO. Alors, mais c'est un POJO, c'est une classe qui doit utiliser des annotations JAX-WS. Alors, la première annotation que vous allez utiliser s'appelle web service. Alors, si vous voulez attribuer un nom au web service, alors si vous voulez attribuer un nom web service, vous utilisez service name avec par exemple banque WS. Si vous ne spécifiez pas service name, par défaut, il va prendre le même nom que la classe. Alors, les méthodes doivent être annotées web méthode. Avant chaque méthode, vous ajoutez l'annotation web méthode. Alors, web méthode, ça veut dire que cette méthode fait partie du web service. Il n'y a pas de web méthode, ça veut dire que cette méthode ne fait pas partie du web service. Même s'il est dans la classe, on ne va pas la retrouver entre le web service lui-même. Ça, il y a un choix de le faire. Donc, web méthode, et si vous voulez attribuer un nom à cette opération qui est différent du nom de la méthode elle-même, vous utilisez operation name. Par exemple, ici, conversion euro, tout ira. Alors, autrement dit, quand j'envoie le message XML, rappelez-vous tout à l'heure, quand le client envoie le message XML pour exécuter la méthode conversion, ici, dans le message XML, qu'est-ce qu'il va mettre? Il ne va pas mettre conversion. Il va mettre conversion euro. C'est-à-dire que ça, c'est le nom qui doit être utilisé par le client pour invoquer cette méthode. Alors, la même chose, si vous ne spécifiez pas operation name, par défaut, il va prendre le même nom que la méthode. Alors, c'est le cas ici, par exemple, vous voyez, web méthode, web méthode, web méthode.
Alors ça veut dire par défaut, c'est le même nom qui va être utilisé. Il reste maintenant l'autre paramètre, plutôt l'autre annotation que vous pouvez utiliser, webParam. Alors si par exemple ici le paramètre s'appelle mt, et si je veux lui attribuer un autre nom autre que mt, je vais utiliser la notation webParam. Comment il s'appelle? Name égale montant. Et dans ce cas-là, ici quand j'envoie, je dois écrire dans le message SOAP conversion euro-dirham, et ici je vais écrire montant. Alors, la même chose, si vous ne spécifiez pas la notation webparam, il y a un nom qui va être utilisé par défaut dans le WSDL. Lequel? Ce n'est pas le nom du paramètre. Donc, par défaut, il va choisir des noms comme arg0, arg1, ce qui n'est pas significatif. Pourquoi? Parce que par défaut, dans Java, le compilateur, quand vous compilez une classe Java, le bytecode, le compilateur ne garde pas les noms des paramètres. Tu as mis le paramètre x de la méthode, mais le bytecode, il l'appelle arg0. Le paramètre, tu l'as appelé y, il l'a appelé arg1. Ça, c'est la compilation par défaut. Donc, il dit que donc, la notation, le framework, n'a aucun moyen de savoir le nom que vous avez écrit dans le code source. Il dit que donc, si vous voulez un moins, si vous utilisez une option de compilation. Parce que je peux compiler une classe et je spécifie dans les options comme quoi je veux garder les noms des paramètres dans le bytecode. Alors dans ce cas-là, si votre classe est compilée avec cette option-là, dans ce cas-là, par défaut, vous allez retrouver le nom de votre paramètre. Donc ce n'est pas garanti. Hein. Donc c'est la raison pour laquelle il est préférable d'utiliser toujours la notation web param pour donner un sens à vos paramètres. C'est clair? Alors vous voyez donc créer un web service, il crée une classe, un projet avec des annotations, web service, web méthode, web param. Il y a d'autres annotations qu'on va utiliser par la suite. Alors si vous voulez, donc bon ça je reviendrai sur JAXB par la suite. Je vais juste passer à vous montrer l'étape suivante. Ça, on va le faire après. Alors par exemple, si vous travaillez, dans la pratique, ça, je vais vous le faire en démonstration vidéo. Donc vous voulez créer un web service, donc vous créez d'abord la classe banque service. Et après, forcément, dans banque service, vous manipulez la classe compte, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous aurez besoin de créer la classe compte. La classe compte, c'est un objet métier. Alors dans notre cas, un compte est défini par le code, le sort et la date de création. Et après, si vous voulez publier le web service, alors maintenant il y a deux scénarios. Soit que vous avez un serveur d'application. Si vous êtes dans une application J2E, ça veut dire que vous avez un serveur d'application comme si vous avez EJB ou bien Spring, n'est-ce pas? Alors dans ce cas-là, c'est le serveur d'application c'est le framework qui va vous donner le moyen de déployer facilement le web service. Alors mais si vous êtes dans une application Java, quand vous dites dans une application Java, c'est-à-dire n'importe quelle application, Java, J2E, peu importe. Alors, ce qu'on va faire dans notre cas, dans notre TP, on va créer un serveur. On va créer un serveur JAX-WS. Mais vous allez voir, pour créer un serveur qui permet de publier le web service, c'est en 2 lignes de code, c'est faisable. Alors d'abord, la classe compte. Bon, j'y reviendrai. Ça, c'est le web service. Voilà le serveur. Alors, vous voyez donc le serveur, c'est une classe Java avec la méthode main. Alors, il suffit donc d'utiliser une classe qui s'appelle endpoint.publish. Je veux publier un web service. Alors, endpoint, c'est JAX-WS. Publish, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de démarrer un petit serveur web. Et ce petit serveur web, il est utilisé uniquement pour consulter ou bien pour publier le web service. Et on va utiliser quel est le numéro de port. Vous spécifiez l'URL, par exemple, ici c'est localhost 8585, ça veut dire qu'on va utiliser le port 8585. C'est-à-dire qu'on va démarrer un serveur JAX-WS en utilisant le port 8585. Alors si vous souhaitez que votre web service soit accessible à partir de n'importe quelle machine, vous n'allez pas garder localhost, vous mettez 0.0.0.0. C'est-à-dire à partir de n'importe quelle adresse IP 0.0.0.0. N'est-ce pas? Vous pouvez mettre l'adresse IP de la machine. En tout cas, donc ça c'est juste pour faire les choses d'une manière plus simple.
Donc ici, donc, je publie sur l'URL et le web service, c'est new bank service. C'est un objet de la classe que vous avez créé. Ben, il dit que donc ça y est, donc vous avez créé le web service, vous l'avez publié. C'est comme ça qu'on va le publier. Et si vous démarrez cette application, comme c'est une application Java, maintenant qu'est-ce que vous l'avez démarré. Après, par la suite, vous pouvez directement aller vers une autre machine et vous pouvez consulter le WSDL. Comment? Il suffit de lancer un browser et vous tapez l'adresse localhost 8585, le nom du web service et vous ajoutez point d'interrogation WSDL. Alors quand vous envoyez une requête HTTP avec GET, dans lequel vous mettez l'adresse du web service avec point d'interrogation WSDL, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous demandez au web service, donne-moi le WSDL. Et vous allez voir, il va vous générer un fichier XML. Alors si vous vous baladez dans ce fichier XML, tout simplement c'est le WSDL. Alors qu'est-ce qu'il contient en résumé sans voir le contenu, parce que ce contenu-là, c'est bien de savoir la structure d'un WSDL, parce que parfois c'est à vous-même de créer ce WSDL, mais il est fait pour les machines. Mais qu'est-ce qu'il contient? Il contient quelles sont les différentes méthodes, et chaque méthode, quels sont les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Alors après, la même chose, on va revenir sur le détail du web service, plutôt du WSDL, ce qu'il contient. Maintenant, on veut tester. C'est bien de voir le WSDL. Mais moi, je veux tester, est-ce que le web service marche? J'ai créé un web service, je l'ai déployé dans une machine, je suis dans une autre machine. Je veux voir. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher un outil qui me permet de tester sans créer une application, par exemple Java, ou bien une application .NET. Alors, parmi ces outils-là, il y a un outil qui s'appelle SoapUI. Alors, SoapUI, c'est un outil qui est utilisé pour tester les web services. Alors, si vous lancez donc SoapUI, il suffit de créer un nouveau projet SOAP. Qu'est-ce que vous spécifiez ici comme paramètre? L'adresse du WSDL. Maintenant, vous voulez tester ce web service. Alors, si vous créez ce projet-là, vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire SoapUI. Il envoie la requête, il récupère le WSDL, et après, il vous affiche ici des choses intéressantes. Il vous dit que voilà le nom du web service, voilà les méthodes. Et chaque méthode, par exemple, si vous voyez ici conversion euro to dirham, vous faites un double-clic sur request et vous allez voir ici quoi? Vous allez voir, il y a une requête SOAP. Il vous affiche la requête SOAP qu'il faut envoyer. Alors, vous voyez ici, donc, conversion euro dirham, je vois montant. Et vous tapez ici le montant. Par exemple, vous mettez un nombre. Et si vous cliquez sur le bouton envoyer, ce bouton vert que vous voyez là, vous envoyez la requête vers quoi? Envoyer vers qui? Vers le web service. Le web service va vous retourner un résultat. Et c'est quoi ce résultat? Vous voyez, donc c'est une réponse. Je vois ici return et je vois le résultat. Ça, c'est encore mieux parce que j'ai utilisé un outil qui me permet de voir. Finalement, il y a un outil qui me permet d'envoyer des requêtes SOAP et de recevoir les réponses SOAP. Donc, vous testez le web service. Et si vous faites la même chose, par exemple, pour les autres méthodes, par exemple, ça, c'est pour conversion euro dirham. Pour, par exemple, consulter le compte, get compte, par exemple, vous voyez, donc, on envoie comme paramètre le code. Et qu'est-ce qu'on reçoit? C'est-à-dire return. Alors, dans return, je vois le code et le sort. Alors, comme quoi, en fin de compte, quand j'ai envoyé une requête SOAP, le web service, il retourne un objet count, mais cet objet count-là, il a été sérialisé auquel format? XML. Donc, JAX-WS, il doit convertir l'objet count en format XML. Alors, pour cela, ça va être le dernier point que je vais vous expliquer maintenant, en attendant la démonstration après la pause. C'est pour cela, en fait, JAX-WS utilise quelque chose qui fait partie de Java, qui permet de faire ce qu'on appelle la sérialisation, qui permet de faire ce qu'on appelle le mapping objet XML, qui est JAX-B, JAX Binding. Je l'ai mis dans l'architecture, je ne l'ai pas expliqué au début, vous voyez. En fait, JAX-B dans Java, c'est lui qui est utilisé si vous voulez convertir un objet Java en XML, ou bien faire l'inverse. Vous lisez des flux XML et vous faites la désérialisation Java. Alors en fait, JAX-B, il est fait pour ça. Donc bien sûr, nous, on aura l'occasion donc de voir
JAXB, il offre également des annotations. Si vous voulez personnaliser le format des données XML selon la manière que vous voulez, avec laquelle vous voulez les consommer. Donc, avec les annotations JAXB, on peut personnaliser ça. Voilà. Alors ça, j'ai fait un parcours sur les concepts. D'accord? Alors maintenant, il reste la mise en œuvre. Alors, vous-même, vous allez voir tout à l'heure dans la partie pratique, il y a une démonstration vidéo que vous allez suivre à nouveau et qui va vous montrer comment faire toutes ces étapes. D'ici la fin de la journée, on aurait pratiquement bouclé les web services basés sur le protocole SOAP. Et après, comme ça, demain, on passe sur les web services basés sur REST. Et on ouvre la porte pour la suite. C'est bon? Alors, vous méritez une pause comme il faut. Alors, donc, prenez la pause. Alors, tout à l'heure, je vous donnerai cette